Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Tout d'abord, la météo. Il est prévu des faibles activités pluvieux orageuses sur le sud Manga, c'est-à-dire dans la région de Difa, en cours de nuit. Et c'est dans une présentation de Binta Adam. Bonsoir. La situation météorologique est marquée ce matin par un ciel nuageux sur l'Ader et sur le joint est du pays. Cet après-midi, c'est un ciel dégagé et ensoleillé qui est observé sur le pays. Ainsi, sur l'image satellitaire de 18 heures locales, on observe un ciel dégagé sur le pays, sauf sur le Kawa et le nord Ader, où une légère couverture nuageuse est observée. Hors de nos frontières, on note la présence d'un amas nuageux sur le sud Tchad. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur l'extrême sud Manga. Pour demain matin, c'est une légère couverture nuageuse qui sera observée sur le Dandi et le sud des régions de Maradi et de Zanda. Un peu plus au nord, c'est une légère suspension de poussière qui sera observée sur l'Aïr et le Kawa. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain. Voilà ce qui est de la météorologie. À présent, l'affaire dite des bébés importés, la lutte pour l'équité dans le traitement de l'affaire des bébés importés menée par les organisations de la société civile n'a pas été fortuite. Au vu de l'évolution de ce dossier, l'équité et la lutte contre l'impunité, sous-entendu l'action ont sous-tendu l'action entreprise par le gouvernement et qui a abouti à la mise à la disposition de la justice de tous les acteurs de ce trafic. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce dossier, tout d'abord avec le procureur de la République qui a animé cet après-midi une conférence de presse relative à la saisie par la justice d'une requête d'autorisation au bureau de l'Assemblée nationale pour la mise à sa disposition du député Hama Amadou pour être entendu concernant l'affaire dite des bébés importés. Le procureur de la République, Boukari Ibrahim Sali. Comme il fallait mettre tous les citoyens sur le même pied d'égalité, et le cas qui préoccupe l'opinion aujourd'hui, c'est celui du président de l'Assemblée nationale qui, de par son statut, quand même, jouit d'une immunité parlementaire conformément à l'article 88 de la Constitution et des autres textes, notamment le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la loi numéro 2011 du 20 juillet 2011 portant statut du député qui consacre le principe de l'immunité parlementaire d'un député. Ce qui veut dire que on ne peut pas, il y a une procédure par laquelle il faut passer pour pouvoir arrêter ou inculper un député selon les cas. Donc c'est en ce moment que le 15 juillet 2014, nous avons saisi le ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'une requête pour demander l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale pour l'application des dispositions des articles 88 alinéa 4 de la Constitution ainsi que de l'article 9 alinéa 3 de la loi 2011-13 du 20 juillet 2011 portant statut du député. À ce niveau, il convient de préciser que cette disposition fait cas de la situation où l'Assemblée n'est pas en session, elle est hors session. Et en ce moment, il appartient au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'arrestation du député pour pouvoir le mettre à la disposition de la justice et pouvoir en ce moment le mettre dans la position de se défendre. Et c'est ce qui fut fait. À la date du 25 août, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a à son tour saisi le gouvernement d'une requête allant dans le même sens, c'est-à-dire pour demander l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, l'application des dispositions
de l'article 88 alinéa 4 de la Constitution que j'ai cité tantôt. Entre-temps, le président de l'Assemblée nationale, M. Amadou, a introduit un recours en interprétation de cette même disposition de l'article 88 de la Constitution, suivant lettre numéro 0113 en date du 26 août 2014. Ensuite, il a fait cas aussi d'un vice de procédure qui, donc, à son sens que cette disposition, il n'y a pas de règle de procédure en la matière pour pouvoir et quel est le mécanisme qu'il faut adopter au niveau du bureau pour arriver à cette levée. Entre-temps, hier, le 27 août 2014, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni et a donné une suite favorable à la requête du Premier ministre tendant à mettre le député Hama Amadou à la disposition de la justice. Lorsque nous avons eu connaissance de cette autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, nous l'avons transmise au doyen des juges d'instruction qui en charge le dossier pour qu'ensuite, à son niveau, il convoque le mis en cause, c'est-à-dire le député Hama Amadou, pour être entendu au même titre que les autres personnes qui sont déjà inculpées et placées en détention. Relativement à cette affaire, sur précisément la question qu'est-ce qui se passera juridiquement avec l'absence du député Hama Amadou sur le territoire national, Hama Amadou qui aurait quitté le Niger. La réponse avec toujours le procureur de la République, Boukari Ibrahim Sali. Nous avons eu l'information que le député Hama Amadou serait hors du Niger. Il n'est pas présent sur le territoire national. Donc, pour le moment, le doyen des juges d'instruction va attendre à ce que la Cour constitutionnelle puisse rendre son avis par rapport à la requête autorisant le bureau de l'Assemblée nationale à mettre le député Hama Amadou devant la justice. Maintenant, si la Cour constitutionnelle confirme le caractère légal de cette autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, en ce moment, le doyen des juges d'instruction va convoquer M. Amadou. S'il n'est pas là, il doit constater qu'il n'est pas là et lancer, du moins émettre un mandat d'amener. Si il n'arrive pas à l'avoir, il va faire un procès verbal d'exécution qui constate que M. Amadou n'est pas présent. Ensuite, passer à l'autre étape pour émettre cette fois-ci un mandat d'arrêt international qui sera diffusé par le canal d'Interpol. Dans tous les cas, cela ne peut pas aboutir à une impunité. Même s'il n'est pas là, il y aura un PV de recherche infructueuse. Le juge, quand il aura clôturé son dossier, il va les renvoyer devant le tribunal. Ils seront jugés, ceux qui seront là et ceux qui ne seront pas là. Ils vont être jugés, condamnés par défaut. Et le jour où ils pourront être pris, ils vont purger la peine à laquelle ils auront été éventuellement condamnés. Restons avec ce sujet dans le cadre de la levée de l'immunité parlementaire du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Une équipe de Télé Sahel a interrogé ce matin Dr Ila Ahmed, politologue, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ce dernier explique le mécanisme relatif à cette procédure.
De quoi s'agit-il exactement? En fait, les immunités parlementaires sont des exceptions qui sont accordées aux députés en tant qu'élus de la nation lorsqu'une question le concerne. Donc il a une exception qui lui est consacrée. Mais cette exception ne veut pas dire une liberté totale qui est donnée aux législateurs. Elle est encadrée. Et donc, lorsque on parle de la levée des immunités parlementaires, il y a deux aspects fondamentaux, à mon sens, qu'il faut relever. Et il y a la question de l'irresponsabilité et il y a la question de l'inviolabilité. L'irresponsabilité, c'est ça qui a été consacré par l'article 88 alinéa 1er de notre Constitution. C'est-à-dire que le député, lorsqu'il émet des avis, des opinions politiques, dans le cadre de l'exercice normal de ses activités politiques, parlementaires, il ne peut être ni entendu, ni poursuivi, ni arrêté par les juges. Il bénéficie d'une exonération des responsabilités totales. En revanche, lorsque le député, dans le cadre de la vie quotidienne en tant que citoyen, commet des actes qui relèvent de la vie privée, il peut être poursuivi, entendu et même arrêté. Et c'est là qui a été consacré par l'article 88, alinéa 2 de notre loi fondamentale. Lorsque l'Assemblée est en session, en ce moment, on dit pour qu'il soit entendu par le juge, il faudrait que ce collègue député lève son immunité. Et cela a été prévu non seulement dans la Constitution, dans le statut des députés et également dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et que ces collègues députés doivent voter à une majorité qualifiée de 2/3 pour qu'on puisse lever son immunité. Et en revanche, lorsque le Parlement n'est pas en session et que les juridictions ont envie de l'entendre, le bureau de l'Assemblée nationale est compétent, conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 88 alinéa 4. Le bureau de l'Assemblée nationale est compétent pour qu'il puisse donner autorisation au juge pour l'entendre et éventuellement l'arrêter. Donc, tout ce qui est en train d'être dit par son avocat, Maître Solo Omor, et par certains juristes, ne s'y est pas parce que ici, on est en situation d'intercession. Le Parlement n'est pas en session. Pour qu'on puisse dire, il va falloir que les députés lèvent son immunité. Et que, pour ne pas faire obstruction à la justice qui est à la recherche de la vérité, on ne peut pas quand même dire qu'il faut attendre la convocation de l'Assemblée nationale en session pour qu'elle puisse donner autorisation à ce qu'il soit entendu. En tout état de cause, faut-il rappeler que des personnalités qui sont dans la même situation que lui sont déjà entendues par la justice et beaucoup sont en détention préventive. Et donc, pour qu'il n'y ait pas rupture d'égalité, pour qu'il n'y ait pas inéquité dans la procédure, c'est de bon droit que le procureur de la République puisse demander au ministre de la Justice, garde des Sceaux, à ce qu'il intercède auprès du bureau de l'Assemblée nationale afin d'accorder l'autorisation. Mais les députés de l'opposition, je pense, doivent savoir que la session extraordinaire délibère
uniquement et exclusivement sur le point inscrit à son ordre du jour. Même s'il est vrai, d'après ce qu'ils disent, que le procureur a écrit au ministre de la Justice, garde des Sceaux, le 16 juillet. On ne peut pas inscrire ces points à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale qui était déjà convoquée en session extraordinaire sur un ordre du jour particulier. Et comme vous le savez, il s'agit du vote de la loi des finances rectificatives et également des 4 projets de loi portant création des universités dans les provinces. Donc, le ministre de la Justice, même s'il saisit le gouvernement, et même si le gouvernement demande au bureau de l'Assemblée nationale, pendant cette session, l'Assemblée nationale ne peut pas statuer. Donc c'est un faux débat. Et je pense qu'ils le savent. Et le député et son avocat, ils savent que en session extraordinaire, l'Assemblée ne délibère que sur les points inscrits à son ordre du jour. Et puis, madame, je vais vous dire ceci. Je vais vous lire un passage d'un livre de droit constitutionnel qui est écrit par Michel Lascombe, qui fait autorité en la matière en France, en parlant de cette même question. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: pour permettre l'arrestation ou la mise en place des mesures restrictives des libertés contre un parlementaire, il n'est plus nécessaire d'obtenir le vote d'une résolution, point virgule, l'autorisation du bureau de l'Assemblée à laquelle elle appartient suffit. Donc, quand les gens disent que le bureau n'a pas compétence, mais justement, l'article 88 qui fait l'objet du débat n'est pas un article uniquement consacré par notre loi fondamentale. C'est le même article dans le cadre de la Constitution française et dans bien de constitutions africaines. Voilà un professeur de l'université de Lille 2 qui a écrit un ouvrage de droit constitutionnel de la Ve République et qui l'a clairement dit. Je peux citer d'autres livres, notamment celui de Dominique Chagnolo, qui est quand même un professeur de droit constitutionnel qui fait autorité, qui indique que le bureau de l'Assemblée nationale doit autoriser les poursuites pendant les sessions, mais aussi pendant l'intercession. Donc il n'y a aucune ambiguïté par rapport à cette situation. Hein? C'est tout à fait normal pour qu'il y ait recherche de la vérité, pour qu'il n'y ait pas rupture d'égalité, qu'on demande à un parlementaire, qui est avant tout un citoyen, de répondre devant la justice, devant les faits auxquels il est accusé. Je rappelle et j'insiste là-dessus, le parlementaire en question est présumé innocent. Et à charge pour lui d'aller devant la justice pour laver son honneur, pour laver sa dignité, pour qu'il ait recherche de la vérité. Si après investigation du juge, il s'avère que les faits qui sont reprochés au sieur Hama Amadou ne sont pas vérifiés, ne sont pas exacts, il recouvre sa liberté et il est lavé de tout soupçon. Et je pense que c'est mieux pour lui, hein, en tant qu'homme politique, en tant que citoyen tout court, de dire on me reproche quelque chose, la justice a fait ses investigations, il n'y a aucune suite à donner et je pense que ça va le grandir. Il n'y a aucun caractère politique à cette affaire, sauf si on veut coûte que coûte lui donner un caractère politique. Pour qu'on parle de caractère politique et qu'on dise qu'il y a un complot, est-ce que c'est le politique qui a comploté au président de l'Assemblée nationale pour qu'il prenne sa seconde épouse là comme femme? Pour qu'on parle de complot? Pour dire que donc on a comploté qu'il a pris cette femme et qu'elle est partie
faire une supposition d'enfant sous son dos? Où était le politique lorsque Hama Hamoud a rencontré sa femme? Ils se sont mariés. Est-ce que c'est politique le fait que le concerné lui-même reconnaisse les deux enfants? Il y a eu un complot politique en lui disant d'aller reconnaître les enfants qui sont supposés. Est-ce que c'est politique, madame? Le fait que les autres citoyens soient entendus, poursuivis dans cette affaire. On peut me dire que les autres là c'est politique, hein? Les gens qui ont été arrêtés, il n'y a pas que Hama Amadou. Mais pourquoi les gens veulent coûte que coûte politiser cette affaire? Si vraiment il n'y avait pas de mauvaise foi dans la lecture et l'interprétation qu'ils font de cette affaire. Et je serais d'accord si on me dit que c'est politique. Lorsque il y a des individus qui sont dans la même situation que M. Hama Amadou, qui n'ont été ni entendus, ni poursuivis, ni arrêtés, ça, je serais entièrement d'accord sur le fait qu'il s'agit là d'une situation qui a un caractère purement politique. C'est une situation qui concerne d'autres citoyens nigériens. Au même titre que M. Hama Amadou, on ne peut pas faire un traitement indifférencié dans le cadre du règlement de cette affaire. Ne pas le faire, ne pas traiter cette affaire de la même situation, c'est ça, madame, qui serait politique. Parce que là, manifestement, pour des raisons politiques, de quelque manière que ce soit, il y a un citoyen qui est dans la même situation que les autres et qui a été laissé en liberté. Il faudrait que les gens gardent la sérénité dans cette situation. Il faut que les gens se disent, quand même, nous sommes devant une situation qui choque même la morale, madame. Hein? Nous sommes dans une situation qui porte atteinte aux mœurs sociales que nous avons. Et c'est ça qu'il faut voir. Hein? Il ne faut pas que les gens considèrent que c'est une situation purement politique et laisser cette situation comme ça, hein, sans trouver de solution. Pour l'instant, madame, toutes les personnes qui ont été arrêtées dans cette situation sont présumées innocentes. C'est à la justice, après ces investigations, de dire qui est coupable et qui ne l'est pas. Il ne faut pas qu'on cherche à duplier les faits par des prétendues supputations politiques pour masquer la vérité. Et d'ailleurs, je pense que c'est même une mauvaise stratégie pour les gens qui font valoir l'aspect politique. Parce que la personne qui considère qu'elle est innocente, la meilleure façon de prouver son innocence, c'est d'aller devant le juge. Si on se retranche devant un paravent politique, c'est que quelque part, on refuse d'aller devant l'institution la mieux à même de vous laver de tout soupçon. Hein? Dans des pays, madame, où les pratiques politiques sont de bonne facture, on n'a pas besoin d'attendre que le juge demande aux concernés de se mettre à la disposition de la justice. C'est immédiatement le concerné lui-même qui doit tirer les conséquences et dire, puisqu'on lui reproche quelque chose,
il doit se mettre à la disposition de la justice et se battre pour prouver son innocence. On a vu beaucoup de cas en France, des cas qui ont défrayé la chronique où, dans les heures qui suivent, les personnalités ont rendu leur tablier et ils se sont mis à la disposition de la justice. Et le concerné lui-même, il dit que la foi à la justice, madame. Quand vous avez foi à la justice, je pense que vous devez aller devant la justice et répondre de votre acte. Ça, c'est un fait inédit, madame. Voilà quelqu'un qui considère qu'il ne se reproche rien. Voilà quelqu'un qui indique que si position d'un femme, on ne peut parler de ça que pour une femme. Voilà quelqu'un qui indique que la foi à la justice, à notre système judiciaire. Et ce monsieur-là, il a saisi la Cour constitutionnelle aux fins d'interprétation de l'article 88 sur la légalité et la régularité de la décision du bureau de l'Assemblée nationale. Et qui, après avoir posé tous ces actes, il emprunte les pistes pour aller se réfugier quelque part. Est-ce n'est pas en cela une manière de dire soi-même qu'on se reproche des choses? Maintenant, en ce qui concerne les dispositions que le gouvernement doit prendre par rapport à cette situation, je pense que le gouvernement doit demander par mesure rogatoire aux autorités burkinabé d'arrêter et d'extrader le concerné.